D'une manière très simple, je vous répondrai nomade, chercheur d'os, D''os. C'est d'ailleurs le titre d'un livre que j'ai publié chez Odile Jacob il y a peut-être 15 ans déjà, quoi, ou de l'ordre de... alors de manière plus précise, je suis professeur au Collège de France, où j'ai été titulaire de la chaire de paléontologie humaine de 2007 à 2011, et je suis aussi professeur au CNRS Université de Poitiers. Globalement, la place ici au collège est très réduite. Vous voyez, partage le bureau avec mon ami Yves Coppens. Et à Poitiers, on a un peu plus de place. Donc, les fossiles que je récupère sont à Poitiers. Et ici, c'est merveilleux, il y a toute la tranquillité pour pouvoir rédiger. Donc, c'est parfait, c'est très bien, quoi. Oh là là, ça remonte très loin. Ça remonte à mon enfance. Alors, pour faire court, mes parents habitaient Versailles. Et je suis né à une époque où la France était partagée en deux parties très inégales par une ligne imaginaire. Enfin, imaginaire, qui était bien réelle sur le terrain, qui était appelée la ligne de démarcation. Au nord de cette ligne, c'était la France occupée par les Allemands. Au sud, c'était la France libre. Ma maman m'a emmené naître en France libre. Versailles était en France occupée. Et c'est ainsi que je suis né au sud de Poitiers, dans le Poitou. C'est ainsi que je suis né Pictave libre. Et je suis resté libre toute ma vie, j'y tiens beaucoup. Je suis resté là-bas, mes parents venaient me voir, généralement l'été, au moment des grandes vacances, et j'ai donc été élevé par ma grand-mère maternelle à la campagne, en pleine campagne. C'est elle qui m'a appris à lire, à écrire, à compter. Je suis allé à l'école la première fois quand on m'a ramené à Versailles, j'avais 8 ans. Et les 8 premières années de ma vie, j'ai eu beaucoup de chance. Énormément de chance, finalement. J'ai découvert la nature. Je suis devenu naturaliste à ce moment-là. Et bon, j'étais d'un côté très naturaliste et très attiré par l'humain. Et je pense que si à cette époque il y avait eu des ONG, c'est le nom qu'on leur donne à l'heure actuelle, de type Médecins sans frontières, Médecins du monde, j'aurais sûrement fait ça. J'étais intéressé par l'humain et par la nature. Et après, quand je suis remonté, quand on a sifflé la fin de la récréation, c'était très dur. Je suis remonté à Versailles. À Versailles, je suis passé par l'école primaire et le collège au groupe Marcel Lafitton. Et puis,
je suis allé au lycée Hoche de Versailles. J'étais bon en maths, j'ai fait une hypotaupe, mais ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Et puis, je suis venu à la Sorbonne. J'ai commencé rue Cuvier. Et puis, bon, j'étais pas fait pour rester enfermé, cloîtré. Donc j'ai essayé de faire en sorte que les études durent le moins longtemps possible. Et j'ai été nommé assistant à la Sorbonne. J'avais 24 ans. Et puis après le doctorat de spécialité en paléontologie, je suis parti à Poitiers, où j'ai soutenu un doctorat d'État en sciences naturelles. J'ai fait beaucoup d'anatomie. Et quand j'ai eu terminé ce doctorat, j'avais appris le métier, j'avais fait beaucoup d'anatomie, j'avais fait beaucoup de fouilles. Je suis parti d'abord en Asie, parce que à cette époque-là, on pensait que le berceau de l'humanité, c'était quelque part dans le Piémont himalayen, au nord du Pakistan, dans cette région-là. Et je suis allé en Afghanistan. C'était beaucoup plus calme que maintenant. C'est un pays merveilleux, merveilleux. C'est sûrement le plus beau pays où je suis allé travailler. On a trouvé beaucoup de fossiles, beaucoup, mais ça a duré très peu de temps puisque il y a eu très rapidement la guerre. J'ai connu la prison à Kaboul, et puis on a fini par être expulsé. Et puis j'ai rejoint les collègues américains qui travaillaient au nord du Pakistan. Et là, ils ont fait une découverte extraordinaire. Ils avaient découvert la première face d'un grand hominoïde qu'ils appelaient le Ramapithèque et qu'ils considéraient comme l'ancêtre des humains. Et cette face montrait clairement des affinités avec les orang-outans. Ce qui, sur le plan politique, quand il leur a fallu qu'ils disent aux politiques, de fait, c'était pas le berceau de l'humanité, mais plutôt peut-être le berceau des orang-outans. Pour les politiques, ça faisait pas exactement le même effet. Et à partir de là, le collègue qui m'avait invité était un collègue anglais qui était professeur à Harvard University. Je l'ai convaincu que, ok, on allait partir en Afrique. Et j'avais envie d'aller au Tchad. Copain avait été au Tchad et il avait quitté le Tchad pour l'Afrique orientale. Tout le monde travaillait en Afrique orientale. Alors je suis allé voir Copain, je lui ai dit écoute, je vais aller en Afrique, le Tchad, il m'a dit ok, tu peux y aller. Et malheureusement, le Tchad était en guerre. Et donc, avec David Pilbeam, on a été au Cameroun.
On a trouvé des tas de choses au Cameroun, mais pas ce qu'on cherchait. Pas ce qu'on cherchait. Donc, périodiquement, j'allais au Tchad. C'était encore la guerre. Et j'allais faire des conférences. J'essayais de faire rencontrer les géologues tchadiens avec les géologues camerounais. C'était pas évident, d'ailleurs. Et puis un jour, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, ben, je suis paléontologue. Quoi? J'ai expliqué. Et on m'a dit ça, c'est un métier de riche. Nous, on est pauvres. On n'a pas de paléontologue. Ça, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La suite, ça a été assez rapidement la découverte du premier australopithèque connu à l'ouest du grand rift africain. Ils étaient tous connus à l'est. Et puis, finalement, la découverte et la publication du plus ancien d'entre nous, Toumaï. Voilà rapidement résumé le parcours. Mais il faut bien voir, et c'est important surtout pour les jeunes, entre le moment où je suis parti à la recherche de préhumains anciens et le moment où j'ai trouvé le premier, il s'était écoulé plus de 25 ans, 25 années. Et quand j'ai trouvé, on m'a dit que j'avais eu de la chance. Je n'ai pas accepté ce mot, la chance. Qu'est-ce que c'est que la chance? La chance, c'était pour moi, alors que je cherchais sans trouver au Cameroun, un collègue de Poitiers, pétrographe, a voulu venir avec moi m'aider. Il est venu 2 ans. La deuxième année, il est mort en mission, avec moi, sur le terrain. Il est mort avant qu'on trouve le premier reste préhumain. Il avait 5 enfants en scolarité. Vous comprendrez pourquoi je refuse le mot chance. Non. Simplement, à titre de comparaison, on arrive en automne, il a fait très sec, la saison, semble-t-il, ne sera pas bonne pour les champignons. Mais, néanmoins, il y en aura sûrement quelques-uns. Eh bien, quand vous allez chercher des champignons, et ça m'est arrivé, et ça m'arrive, vous partez le matin, vous essayez de partir avant le voisin ou la voisine, parce que, bon, vous connaissez les coins où il en pousse. Vous partez, si c'est le dimanche matin, entre 8h et 9h, et à 11h, vous revenez, 2 heures après, vous revenez, et vous avez assez de champignons au moins pour faire une omelette. Ce que j'ai fait, moi, c'est comparable à cela. Je suis parti un matin, mes champignons, c'était des préhumains. J'ai trouvé le premier, non pas 2 heures après, mais 25 ans après, ce qui change complètement. Complètement. Mais je crois que ça illustre, cette comparaison illustre assez bien le temps. Dans ce type de recherche, il faut laisser le temps au temps. Et j'ai toujours pensé que beaucoup de collègues, voire des amis, me disaient « Tu as de la chance,
Tu pars en vacances dans le Sahara, c'est merveilleux, nous on voudrait bien y aller. Bon, bien sûr que c'est merveilleux, mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut vraiment le savoir. Et ça, c'est important. Alors, par contre, j'ai eu de la chance. Bien sûr que j'ai eu de la chance. J'ai eu la chance de pouvoir vivre ma passion. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir vivre sans faire vraiment un métier, en vivant ma passion. Vous imaginez, jeune comme je suis, eh bien, en janvier, février dernier, juste avant le confinement, je suis revenu ici pour me faire confiner, quoi. Presque. Eh bien, j'étais encore dans le Sahara. Et j'espère bien pouvoir y retourner assez rapidement. J'espère bien. Alors, c'est une activité, vous l'aurez compris, où on est très nomade. Parce que l'objet d'étude, le fossile, il faut aller le chercher sur le terrain. Pour faire quelque chose, il faut avoir des fossiles. Et les fossiles, il faut les trouver. Et c'est pas si facile que ça. Si c'était facile, il y a longtemps que on aurait trouvé beaucoup, beaucoup de choses. Et aller sur le terrain, ça demande, dans certains cas, une préparation assez longue. Il faut de l'argent. C'est pas facile de trouver de l'argent pour faire de la recherche en ramassant des vieux ossements. C'est pas évident du tout. Mais bon, là encore, j'ai eu de la chance, j'ai eu le soutien au départ de l'université de Poitiers, j'ai eu le soutien du CNRS, j'ai eu le soutien du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, de la commission des fouilles. J'ai eu le soutien, c'est vieux, d'un groupe pétrolier, le groupe ELF. J'ai bénéficié d'aide à force de voyager, j'ai fini par connaître beaucoup de gens dans beaucoup de pays. J'ai tourné autour de la Terre beaucoup. Je suis même allé chercher des singes en Antarctique et en Patagonie chilienne. Donc c'est une vie de voyage. C'est une vie qui permet de rencontrer et de vivre dans d'autres civilisations que la nôtre. C'est une vie où on apprend beaucoup, on voit beaucoup de choses différentes. Mais qu'est-ce que je pense de l'humain? Je crois que l'humain, c'est mon avis pour le départ, tout à fait au départ. Je pense qu'on est apparu dans un milieu
composite où il y avait de la savane arborée, il y avait de la prairie et il y avait de la forêt. Je pense que très tôt, on a été opportuniste. On s'est débrouillé, on a choisi dans ces milieux. Au tout départ, on a été bipède arboricole. Donc on a conservé l'arboricolie de nos cousins les singes. Et puis quand on est devenu homo, on a perdu cette arboricolie, on est devenu bipède terrestre strict. Mais je crois que cet opportunisme de départ, je crois qu'il a joué un rôle important. On l'a conservé et dans certains cas, il est même devenu très important. On est les humains, on est bipèdes, opportunistes. Ça fait partie de ma définition du genre homo, bipède terrestre, opportuniste, éducable toute la vie. Éducable toute la vie. C'est important. Cet ordinateur central que nous avons là nous coûte très cher en énergie. Il a besoin de beaucoup d'énergie. Mais il est capable de faire beaucoup, beaucoup. Je crois que pour les jeunes, il est très très important quand on a une passion, quand on a envie de faire quelque chose de particulier, il est très important d'essayer de le faire. C'est là où on sera le meilleur. C'est là où on sera le mieux. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Et si je l'ai fait, ça montre que c'est possible. Et il y en a d'autres qui l'ont fait. Et donc, vivre sa passion, transformer ses rêves en réalité, c'est quelque chose qui est toujours possible. Bien sûr, il faut laisser le temps au temps, et parfois, ça peut être long, très long, voire peut-être trop long. Mais c'est important. Imaginez, dans ce cheminement que j'ai fait, je suis parti d'une histoire humaine pour laquelle on pensait que les plus anciens d'entre nous, on a longtemps pensé que on était une créature de Dieu et qu'on avait quelques milliers d'années. Puis on a trouvé les hommes de Néandertal, puis on a trouvé les hommes Erectus de Java et de Chine. Et puis on a commencé à trouver de l'Australopithèque. Le premier Australopithèque a été décrit en 1924 en Afrique du Sud.
Et puis on a trouvé Lucie. Lucie, c'est 1974. 3 200 000 ans, on en a fait la grand-mère de l'humanité. Et là, on a pris conscience que nos racines étaient profondes dans le temps et qu'elles étaient africaines. Lucie, la grand-mère de l'humanité. Eh bien, avec mon équipe, on a mis au jour un préhumain à l'ouest du grand rift africain. Lucie avait conduit mon ami Yves Coppens à proposer son scénario qu'il a appelé East Side Story. En 1995, on a trouvé un australopithèque à l'ouest, au Tchad, qu'on a appelé Abel, pour honorer la mémoire de mon collègue disparu en mission. Et puis en 2002, on a publié Toumaï. Mais Toumaï, il a 7 millions d'années, 7 millions. C'est-à-dire qu'il est 2 fois plus vieux que Lucie. Il repousse considérablement dans le temps nos racines. Et si l'on regarde à l'heure actuelle notre histoire, eh bien tous les plus anciens préhumains connus sont africains. Donc il semble bien que l'Afrique soit le berceau de l'humanité. Mais cela veut dire que, à l'origine, nous sommes tous africains. Tous. On a quitté l'Afrique très tardivement. Le plus ancien d'entre nous, connu en Afrique, c'est 7 millions, Toumaï. Le plus ancien connu en Eurasie, il est connu en Géorgie, à Dmanisi, et il est à un peu moins de 2 millions d'années. On en trouvera sûrement entre 2 et 3 millions d'années. Mais cela veut dire que quand nous sommes passés, et c'est des représentants du genre Homo qui sont passés les premiers, eh bien quand ils sont passés, mais ils avaient la peau brune, ils étaient noirs. Ils étaient noirs. Et donc je crois que on peut dire, et j'en terminerai par là, nous sommes tous des Africains, et hors d'Afrique, nous sommes tous des migrants.